Donc, c'est vraiment d'être capable de poser un diagnostic précis en utilisant l'information disponible, soit au niveau génétique, au niveau de l'environnement dans lequel les individus vivent, mais aussi leur mode de vie, pratique d'activité physique ou l'alimentation. Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant. On vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Santé sans rendez-vous de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Mon nom est Joanie Fortin. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec des invités de plusieurs sphères avec lesquelles j'apprends et avec lesquelles, je l'espère, cher public, vous apprenez également énormément. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la médecine de précision. Puis je vous cacherai pas d'entrée de jeu que la médecine de précision, pour moi, c'est très, très vague. Et j'aimais l'idée, justement, que ce soit vague pour laisser aller ma curiosité à travers cet entretien que je fais d'abord avec le chercheur au sein de l'axe oncologie du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Il est également professeur agrégé en épidémiologie au département de médecine sociale et préventive à la Faculté de médecine de l'Université Laval, Monsieur Herman Nabi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le balado. Merci. Elle est de son côté professeure de clinique au département de médecine familiale et de médecine d'urgence. Elle est médecin de famille, chercheuse également associée au sein de l'axe oncologie du Centre de recherche du Sud-Québec, Université Laval. Madame Jocelyne Chiquette, bienvenue. Bonjour, ça me fait plaisir. Avec vous, donc, on aborde le sujet de la médecine de précision. D'abord et avant tout, la question qui me vient en tête et qui vient probablement en tête d'un bon pourcentage de notre public. Qu'est-ce que c'est que la médecine de précision? Alors, la médecine de précision peut se définir comme une nouvelle approche qui vise à traiter et à prévenir les maladies en tenant compte de la variabilité individuelle au niveau des gènes, de l'environnement et des modes de vie. Ça reste encore flou peut-être comme ça, mais on peut aussi dire autrement, la médecine de précision, c'est de trouver le bon médicament pour le bon patient au bon moment et à la bonne dose. Donc, en fait, c'est le point principal de la médecine de précision, si je peux plus m'exprimer ainsi. On a souvent tendance aussi à dire médecine de personnalisée ou soins de santé personnalisés pour faire référence à la médecine de précision, mais la préférence va beaucoup plus pour la médecine de précision pour éviter la confusion, pour que vos auditeurs, par exemple, ne croient pas qu'on va développer des médicaments spécifiques pour chaque individu. OK, c'est ça, c'est pas ça la médecine de précision. Okay. Absolument pas. Donc, c'est vraiment d'être capable de poser un diagnostic précis en utilisant l'information disponible, soit au niveau génétique, au niveau de l'environnement dans lequel les individus vivent, mais aussi leur mode de vie, pratique d'activité physique ou l'alimentation ou un certain nombre de paramètres. Donc, c'est vraiment prendre ces informations-là et puis être capable de proposer quelque chose de précis, en fait, aux patients, si on est dans ce domaine-là. Ou en santé publique, ça va être de proposer la meilleure intervention ou la meilleure stratégie de prévention à la bonne population au bon moment. Est-ce que c'est parce qu'avant, on avait tendance à proposer justement toujours, entre guillemets, la même chose ou ça a toujours eu lieu, la médecine de précision? C'est juste que là, on le développe davantage et on s'y en intéresse plus? Alors, ceux qui sont cliniciens, comme Jocelyne à côté ici, ils vont me dire que la médecine a toujours été personnalisée. Quand vous allez voir un médecin, pour dire que vous souffrez d'hypertension, il va vous faire un test, il va faire une prise de la tension et puis vous proposer quelque chose, un médicament ou une intervention qui est spécifique en fait à votre niveau de tension artérielle. Par contre, ce que la médecine de précision permet, c'est que ça va un peu plus loin. On tient encore compte de d'autres types d'informations, notamment l'information génétique, qui va permettre en fait d'être encore plus précis dans la compréhension de la maladie et puis de pouvoir cibler le traitement en fait qui va être proposé. Ces avancées en génétique là, ont permis justement aux chercheurs de développer des nouvelles molécules ciblées sur les anomalies qu'on trouvait dans les tumeurs, qui sont des anomalies génétiques
tumorale. Puis, avec la découverte des gènes qui prédisposent au cancer, ben on a pu arriver aussi à trouver des traitements ou des moyens de prévention, offrir une prévention à ces femmes, à ces personnes-là qui sont porteuses de mutations et adapter le dépistage au niveau de risque. On savait que l'histoire familiale augmentait le risque de cancer, en particulier pour le cancer du sein, qui est plus mon domaine. Mais avec les tests de prédisposition génétique, on adapte encore mieux le dépistage. On va y revenir du côté de l'oncologie parce que je pense que la médecine de précision va davantage dans ce domaine-là. Mais avant tout, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous avait poussé à vous intéresser à la médecine de précision? Alors, moi, je me suis intéressé à la médecine de précision il y a de cela à peu près une dizaine d'années, quand j'ai été recruté à l'Institut national du cancer en France, à Paris, pour diriger un département recherche, en fait, autour de cette problématique-là. Et j'ai été fasciné, en fait, par l'approche, encore une fois, de cette médecine de précision-là, parce que on considère que les gens sont différents dans la façon dont on va développer une maladie, l'évolution de la maladie et puis aussi la réponse au traitement. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose qui m'interpellait. J'étais vraiment, comme on dit, bluffé par l'approche en tant que telle et puis aussi intéressé par le caractère multidisciplinaire, en fait, de cette approche-là, qui va bien sûr inclure des gens qui sont en sciences fondamentales, donc qui vont regarder au niveau le plus petit, au niveau génétique, au niveau moléculaire, et puis proposer en fait des tests ou des interventions qui pourraient aller jusqu'aux cheveux du patient. Donc on voyait quand même une bonne collaboration entre les différentes disciplines scientifiques, et c'est ça que j'ai trouvé fascinant et intéressant avec la médecine de précision. Et donc quand je suis revenu à la recherche, ben, j'en ai fait mon objet de recherche. Oui, le travail interdisciplinaire est très, très intéressant pour la médecine de précision. Moi, je suis allée en médecine parce que je voulais aider les gens, mais le côté recherche était là dès le début. Il y avait Dr. Jacqueline Fabia qui était au département de médecine sociale et préventive à la faculté de médecine à l'époque, qui nous challengeait, Dr. Deschênes et moi, qui avons parti du Centre des maladies du sein, pour dire, les traitements, êtes-vous sûr que c'est les bons traitements? Êtes-vous sûr que c'est ça que les femmes veulent? Alors, on a toujours essayé de comprendre toutes les facettes que pouvait amener cette maladie-là, tant du côté psychosocial que du côté de comprendre pourquoi on voyait qu'il y avait des familles où il y avait beaucoup de cancers, pourquoi on n'avait pas, à ce moment-là, la découverte des gènes BRCA n'était pas faite. Et puis, dès que Dr. Simard, qui avait travaillé sur la découverte des gènes, nous a proposé de participer à un projet de recherche pour identifier les familles chez qui on pouvait trouver ces mutations-là, on a accepté. Puis moi, j'ai été piquée par l'intérêt pour la médecine de précision pour essayer de spécifier qui devait avoir un suivi particulier, qui ne l'avait pas. Dans une même famille, il y a des femmes qui n'ont pas le risque associé à leur histoire familiale, mais qui souvent étaient dépistées beaucoup, où on pouvait leur proposer des choses dont elles n'avaient pas besoin. Alors, puis le travail d'équipe et la recherche, c'est vraiment la recherche qui fait avancer les choses. Alors moi, je suis très, très pro-recherche. La médecine de précision, elle est appliquée dans quelle sphère en particulier? Vous parliez justement, avant que je vous demande le choix pour la médecine de précision, vous parliez de cancer notamment. Est-ce que c'est la principale utilisation? Pour le moment, c'est sûr que c'est une utilisation où ça a été beaucoup mis de l'avant, mais c'est utilisé dans d'autres domaines aussi, en cardiologie, en endocrinologie. Peut-être que l'évolution, des fois, moi, je suis moins la littérature de tout ce côté-là, mais je sais que c'est utilisé ailleurs parce que au niveau de la santé mentale aussi, il y a des découvertes qui se font et ça avance. Alors, ça va être utilisé partout. Puis, ça touche les personnes de tout âge parce que, par exemple, les mutations génétiques qui prédisposent au cancer du sein, mais souvent, les femmes vont faire des cancers très jeunes, dans la vingtaine, la trentaine. Alors, souvent, s'ils savent qu'il y a une mutation dans leur famille, c'est important qu'elles soient dépistées tôt, qu'elles sachent qu'elles sont porteuses de ces mutations-là pour avoir un dépistage plus jeune que la population générale à partir de 50 ans, par exemple. Donc, on va offrir le dépistage dès le 25 ou 30 ans pour des femmes qui auraient des mutations génétiques. Et là, si on se concentre, par exemple, sur le cancer du sein, si on part du début, puis qu'on se rend jusqu'à l'option de traitement, là, avec la médecine de précision,
Comment ça s'applique concrètement, justement, si on prend l'exemple du cancer du sein? Vous parliez de dépistage, ça va à partir de là, j'imagine? Oui, okay. Actuellement, souvent, le dépistage génétique, par exemple, va être offert à une personne qui fait un cancer du sein. Il y a des critères, mais particulièrement quand les cancers du sein surviennent jeunes. L'âge moyen du cancer du sein au Québec, c'est 62 ans. Donc, si on fait un cancer à 40, 45 ans ou 35 ans, on va offrir de faire un test génétique parce que ça va permettre de choisir le meilleur traitement. On sait que les porteuses de mutations BRCA, par exemple, ont beaucoup de risques de faire un deuxième cancer dans l'autre sein ou dans le même sein. Donc, le chirurgien, souvent, va aimer à savoir ça, puis discuter avec la dame. Est-ce que vous voudriez qu'on fasse une chirurgie préventive? Souvent, elle va dire oui, parce que moi, ma mère puis mes 2 tantes sont mortes du cancer du sein. Oui, je vais aller pour ça. Puis, on va offrir le test aux autres membres de la famille. Ça, c'est pour les gènes majeurs qu'on appelle. Mais il y a des analyses dans le cadre des traitements qui sont offerts en cancer du sein ou dans d'autres cancers. Il y a des molécules, par exemple, comme le 5-FU, qui peuvent être utilisées. Maintenant, on a un test génétique pour savoir est-ce que la personne peut mal réagir à ce médicament-là, puis même en décéder parce qu'elle a des effets secondaires. Donc, on va faire ce test-là avant de lui faire le traitement. Donc, ça adapte. Puis après ça, ben, on analyse aussi. Souvent, là, il y a des traitements qui sont encore via la recherche, mais on va faire des analyses au niveau de la tumeur. Ce ne sont pas des mutations qui vont être transmises aux enfants, mais pour la personne elle-même, pour savoir quel meilleur traitement peut être disponible pour elle. Des fois, c'est encore des traitements expérimentaux, mais il y en a maintenant qui sont des traitements qui sont dans la pratique courante. Alors, ça va assez loin. Puis, c'est pour les femmes de tout âge. Comme on dit, malheureusement, le cancer du sein va souvent arriver chez des jeunes femmes. Je ne peux pas m'empêcher de penser, quand on parle de cancer du sein et justement de chirurgie préventive, à Angelina Jolie, qui je sais pas, elle a-tu mis ça sur la map? Permettez-moi l'expression, parce que j'ai l'impression que depuis qu'elle a décidé de se faire l'ablation des 2 seins, on dirait que la chirurgie préventive pour le cancer du sein est devenue... c'est pas populaire, là, mais on dirait qu'elle a démocratisé ça. Oui, tout à fait, parce que en fait, on en faisait avant. Ça commençait avec l'identification des gènes BRCA1 et BRCA2, mais les femmes disaient, est-ce que je peux parler à quelqu'un qui a eu une mastectomie préventive, ou quand elles arrivaient, puis elles en parlaient dans leur entourage, les gens disaient, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Donc, souvent, les femmes étaient réticentes, même leurs conjoints. Nous, on avait organisé un petit système là, qu'elle puisse parler à quelqu'un qui est passé par là, qu'on a maintenant généralisé, qui est beaucoup plus structuré. Mais à cette époque-là, Mme Jolie a fait une œuvre d'éducation populaire parce que, tu sais, les gens se faisaient dire dans leur milieu de travail, mais voyons donc, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu ferais ça? Ou faire enlever les trompes, les ovaires? Elle a fait les deux, Mme Jolie, parce qu'elle avait quelqu'un dans sa famille qui était mort d'un cancer d'ovaire, puis une autre qui était morte d'un cancer du sein. Donc, ça a permis, ça a été très bien, ça sorti médiatique, ça a fait parler de ça et ça a fait connaître, et les gens maintenant sont moins réticents à avoir les tests génétiques et à aller vers la prévention. C'est sûr que c'est un choix personnel, c'est jamais obligatoire. La prévention, c'est un choix personnel. On peut choisir de faire un dépistage plus intense, mais au moins, si on se fait tester pour savoir si on est porteuse de la mutation, on peut aller vers un dépistage plus intensif. Et puis, l'âge à laquelle on fait la prévention va souvent aller avec l'histoire familiale et tout ça. Et éventuellement, avec les améliorations dans la médecine personnalisée, on a les scores de risque polygéniques qui vont permettre encore de plus personnaliser ces interventions chirurgicales-là. Donc, justement, de nous permettre de se dire, ben j'ai pas besoin de faire une chirurgie de prévention. Ça se peut. Ou j'ai beaucoup moins besoin. Okay. Hein, ça dépend du seuil de tolérance au risque de chacune. Oui. Hein, il y a des femmes à qui on dit qu'il y a un risque à 80 ans, de 80% de cancer du sein, qui vont dire, je vais faire tous les examens de dépistage, mais moi, je vais pas vers la prévention. Puis c'est correct, elles sont à l'aise avec cette situation-là. D'autres vont avoir des fois un risque moindre, mais vont dire non, moi je vais aller vers la prévention. Alors, je pense qu'il y a une partie qui revient à chacune. Hein. C'est comme on sait tous que c'est pas bon de fumer, puis il y en a qui continuent de fumer. Oui, absolument. Alors, donc, il y a un risque. Puis des fois, il y a un temps où on est prêt pour faire quelque chose, puis il y a un temps où on n'est pas encore prêt à l'entendre. Juste pour faire un petit complément à ce que Jocelyne a très bien dit, c'est vrai qu'on a constaté un effet Angelina Jolie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'effet Angelina Jolie. Ça a été publié dans le Times. Et puis, il y a des travaux qui ont montré en fait que depuis sa sortie médiatique, en fait, le nombre
demande de consultation en oncogénétique pour le cancer du sein et de l'ovaire a augmenté de façon exponentielle. Et on l'a remarqué, en fait, bien sûr, ici au Québec, au Canada, même en France. Il y a des travaux, on regarde les courbes, on vraiment quasiment doublé ou triplé dans certains cas. Donc, évidemment, ça a été quand même un très bon partenaire pour promouvoir, en fait, cette génétique-là. Puis, il y a une dame, plus personnellement, dans mon entourage, qui l'a vécu, ça. Puis, les gens justement, de notre entourage, on était tous pas mal à l'aise de lui en parler. Elle était à l'aise, d'en parler, de le dire, de le verbaliser. Et nous, on était curieux, on lui posait des questions et tout ça. Donc, ça permet aussi des échanges plus faciles, moins de malaise et moins de tabous autour d'une chirurgie qui se veut, c'est ça, préventive. C'est pour éviter justement qu'on... ça a été une campagne publicitaire. Nous, on commençait le réseau Rose, Centre Rose, qui offrait du soutien aux femmes porteuses puis aux hommes porteurs de mutations. Et puis, on a dit... avec Michel Dorval, qui est chercheur, qui travaille avec Herman et moi, on a dit, c'est une belle campagne, on n'aurait pas pu se payer de publiciser ça, là, tu sais, puis ça a sensibilisé les hommes, les femmes à comprendre qu'est-ce qui se passait avec la génétique et l'héritabilité génétique, tu sais, la prédisposition. En fait, on n'hérite pas du cancer, mais on hérite d'une prédisposition à développer un cancer. On pourrait ne jamais en développer, même si on est porteur ou porteuse, mais ça a permis de faire connaître, oui, effectivement. Est-ce qu'on doit, c'est plate comme question, là, mais est-ce qu'on doit avoir quelqu'un dans notre famille qui a eu le cancer pour se faire dire, bon, tu as des prédispositions, on va te faire passer des tests génétiques, ou on a malheureusement pour toi un diagnostic de cancer, donc on va te faire passer des tests, ou quiconque est en santé peut avoir accès à des tests comme ça, juste pour se dire, moi, je suis correcte. J'ai-tu des malformations génétiques? Le problème, c'est la limite de personnel. Des généticiens et des conseillers en génétique, ce sont des denrées rares. Et puis, donc, pour le moment, souvent, l'indication, c'est quand quelqu'un fait un cancer avec des critères de tests génétiques possibles, là, les chirurgiens vont les référer, même les tester. Herman va pouvoir vous parler. On a développé un modèle collaboratif pour assister les équipes génétiques qui sont débordées de travail. Sinon, oui, si tous les gens de votre famille sont décédés, mais qu'il y avait beaucoup de cancer, votre médecin peut vous référer pour un test, mais on s'entend que les priorités, les urgences passent sur le dessus. Alors ça nous stresse toujours. On essaie de trouver des solutions pour améliorer ça, pour permettre au plus de gens possible d'être testés. Herman peut vous parler. On a développé un modèle collaboratif au CHU avec les régions. Là. Donc, Herman fait l'étude. Oui, l'idée, c'est évidemment de favoriser l'accessibilité parce que justement, avec cet effet Angelina Jolie dont on parlait à un instant, les demandes en test effectivement augmenté, mais dans un contexte en fait dont les ressources n'ont pas en fait évolué. Donc on a une volumétrie qui a augmenté, qui a quadruplé dans certains cas, mais en termes de ressources au niveau des professionnels, on est resté quand même pareil. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir dans quelle mesure la collaboration interprofessionnelle, donc entre des généticiens, des chirurgiens et Jocelyne aussi, comme omnipraticien spécialisé en oncogénétique, va pouvoir offrir des tests, en tout cas selon les indications, parce qu'il y a un certain nombre de critères quand même qui qualifient une personne pour faire un test génétique. Et puis, en fait, ce qu'on a montré, c'est que ce modèle-là, ce modèle collaboratif-là, permet d'augmenter l'accessibilité. Les patients sont satisfaits de ce qui est proposé parce qu'on fait un enseignement génétique. Et puis aussi, ça permet quand même d'améliorer, en fait, le système de santé. Et au Québec, de même qu'au Canada, on se situe où par rapport au reste de la planète pour ce qui est des avancées en médecine de précision? Alors, on se situe pas mal parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'investissements qui ont été faits au niveau du gouvernement du Canada et du Québec pour la médecine de précision parce que c'est quand même un domaine de compétition au niveau international. Il y a de nombreux pays aux États-Unis, en France, qui ont mis en place des programmes structurés autour de la médecine de précision. Là où on doit juste être vigilant pour ne pas perdre pied et puis continuer d'avancer, c'est la question de la formation, parce que, encore une fois, on en a parlé là tantôt, la formation des médecins généticiens, la formation des conseillers en génétique, en fait, se fait attendre parce que comparativement à certains d'autres pays, on a quand même plus de professionnels de la santé à ce niveau-là. Et puis aussi, on a réalisé une étude récemment
au niveau des 17 facultés de médecine au niveau du Canada pour voir aussi c'est quoi la part de la génétique et de la génomique dans la formation des futurs médecins. Parce qu'on s'entend bien, la médecine de précision est en train de rentrer dans le système de santé. Donc, il faut juste qu'on s'assure quand même que les futurs médecins sont bien formés à ce type de pratique-là. Et ce qu'on a observé, en fait, c'est que cette part-là de la génétique ou de la génomique dans la formation médicale est vraiment très faible au Canada. Ouais. Donc, c'est certain qui, de ce point de vue-là, on encourage beaucoup les facultés de médecine à faire un effort justement pour augmenter cette part-là parce qu'on s'attend à ce que ces futurs professionnels puissent prendre en charge correctement leurs patients en tenant compte justement des approches de la médecine de précision. À l'Université Laval, avec le Dr Jacques Simard et M. Beaumont, qui est le directeur général du CHU, qui a motivé en discutant en équipe à développer un programme court en génétique pour que du personnel puisse assister les équipes de génétique et être formés, donc, ou les médecins de famille, même pour le suivi des clientèles. Donc, il y a un programme qui devrait être disponible en 2023, un programme court en génétique pour améliorer cette formation-là. Et est-ce que d'ici là, vous faites appel à des professionnels, des experts d'ailleurs? Est-ce que vous, par manque peut-être de ressources humaines, est-ce que vous faites faire des tests ou les examens de tests outre-mer ou tout se fait ici? C'est-à-dire que les analyses de tests, ce qui est le plus compliqué, c'est que pour avoir un test génétique, la personne doit avoir eu un consentement. C'est pas comme une prise de sang, vous allez à l'urgence, on ne fait pas une prise de sang, on analyse la glycémie et tout, on ne vous a pas nécessairement demandé, c'est pas juste une prescription, là. Non, il faut qu'il y ait un conseil génétique avant de faire le test, qu'on explique les avantages, inconvénients, tout ça. Donc, c'est ça qui demande du travail. Habituellement, c'est les conseillères en génétique qui font ça. C'est pour ça le modèle collaboratif qu'on a développé au CHU avec les gynéco-oncologues, chirurgiens-oncologues et moi-même. On essaie d'assister, de faire l'enseignement puisque cancer du sein, cancer d'ovaire, c'est les principaux tests génétiques actuellement en oncologie viennent de cancer du sein d'ovaire et ça a débordé les équipes. Alors, on essaie d'assister puis de développer des stratégies pour que ça soit plus facile. On fait les enseignements maintenant génétiques en groupe. Donc, ça permet de voir plus de personnes. On essaie d'acheminer les résultats quand c'est normal. Avant, on voyait toujours tout le monde, mais à un moment donné, ça fait beaucoup de gens à voir. Donc, quand c'est normal, on avise la personne et son médecin de façon différente. Donc, on voit que souvent, les personnes qui sont porteuses pour donner un enseignement plus précis. Donc, on essaie de trouver des stratégies pour améliorer et soulager les équipes de génétique avec lesquelles on est toujours en contact. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours des échanges, parce que parfois, il peut y arriver des choses pour lesquelles on a besoin de leur service et qu'on doit référer certaines populations au service de génétique, mais au moins, elles n'ont pas à avoir toutes celles où c'est normal et tout ça. Là. Donc, je pense que toutes les personnes où les résultats sont normaux. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire pour améliorer la disponibilité. Vous m'avez allumé une lumière quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait comme un enseignement à faire et un conseil auprès du patient avant de procéder à ces examens-là. Première question qui m'est venue en tête, est-ce que c'est le même... Est-ce qu'on appelle ça de la médecine de précision quand, moi je viens de passer par une grossesse, quand on fait les tests justement de dépistage de toutes les maladies, style trisomie et tout ça, est-ce que c'est de la médecine de précision? Est-ce qu'on peut appliquer ça là-dessus? Bien, ça en est. Oui. Au niveau, dans le fond, au niveau de la grossesse, là, finalement? Oui. OK. Parce que c'est vrai, je me rappelais que les dames qui m'accompagnaient là-dedans m'ont fait vraiment une espèce de, justement, un enseignement. Êtes-vous consciente des résultats que vous allez avoir? Parce que si les résultats que vous allez avoir, c'est pas ce que vous avez en tête, sachez qu'il y aura des décisions à prendre, sachez que par la suite, ça, l'enseignement du patient, ça doit quand même être quelque chose qui est tellement méconnu pour la personne qui se dit « Non, mais moi, je veux savoir ce que j'ai. » Puis en bout de ligne, mais es-tu sûr vraiment de vouloir savoir ce que tu as? Parce que c'est ça aussi l'intérêt. Est-ce que quelqu'un qui dit « Écoutez, moi, même si je suis porteuse d'une mutation, je veux pas faire de dépistage plus serré, je veux pas faire de prévention, je veux rien savoir, puis je le dirai pas au reste de ma famille. » Ben, à ce moment-là, il n'y a pas tellement d'intérêt de faire le test. C'est de l'argent, c'est un peu des sous dépensés pour rien. Elle n'est pas prête là, elle sera peut-être prête plus tard. Alors, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un enseignement. Nous, maintenant, on a développé l'enseignement en groupe et
en virtuel avec la COVID. Oui. On s'est ramassé avec la COVID, ben voyons qu'est-ce qu'on fait. Et puis, comme on dessert, le CHU dessert une bonne partie de l'Est du Québec, donc il y a beaucoup de gens qui sont un peu loin. Alors, ils ont apprécié ça, les gens plus âgés. Fait que ça a permis de développer. La COVID a eu du mauvais, mais a eu du bon dans ce sens-là. Donc, on a développé des stratégies, puis des fois, ben, les membres de leur famille peuvent assister, même si c'est pas eux qu'on va tester, mais des fois, avoir pris de l'avance. Donc, si jamais ils veulent être testés une fois que maman a son résultat, puis sa fille a dit, ben, moi, si maman est positive, je vais me faire tester, ben, tu sais, des fois, là, ça permet de prendre de l'avance de cette façon-là. J'ai dans mes notes comme quoi l'intelligence artificielle a un lien avec la médecine de précision. Jusqu'à quel point? Alors, la médecine de précision, quand même, repose beaucoup sur les données et avec les nouvelles technologies, notamment de séquençage du génome. Le génome, en fait, c'est tout le matériel génétique d'un organisme. Ça peut être un humain, mais ça peut être aussi un virus. Comme je pense que avec la COVID-19, on a tous entendu parler de variants. Là. Oui. Si on est capable de dire la mutation Omicron ou variant B4B, c'est à cause des séquençages au niveau génomique qu'on fait à partir de ce moment-là. Donc, donc on génère une quantité incroyable en fait de données. Quand on fait un séquençage d'un génome humain, imaginez, ça fait 100 gigabytes. Donc, c'est l'équivalent de 3 clés USB de 32 gigabytes que vous avez tranquillement. Donc, ça fait l'équivalent de ça. Donc, si vous imaginez mettre ça sur 1000 personnes, 2000 personnes, la quantité d'informations qu'il faut. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être analysé dans nos ordinateurs, les PC traditionnels. Donc, il faut des supercalculateurs, il faut des bioinformaticiens. Et donc, on va utiliser cette information-là pour la réduire, pour réduire les dimensions de l'information et puis être capable de préciser, par exemple, un diagnostic ou de mieux comprendre la réponse à un traitement. Donc, c'est à partir de ce moment où l'intelligence artificielle, donc la machine, va faire usage des mégadonnées qu'on va recueillir dans le cadre en fait des travaux, des approches de médecine de précision, et puis de rendre l'information actionnable, donc de l'utiliser pour traiter, pour préciser un diagnostic, par exemple. Donc oui, il y a un lien évident entre intelligence artificielle et médecine de précision. Donc chaque patient qui fait faire des tests X en médecine de précision vient qu'à avoir un profil. C'est tout ça? Avoir des données qui lui sont rattachées suite à ces examens-là? Oui, quand on rentre dans le système de santé, de toutes les façons, on a, la plupart du temps, on génère un certain nombre de données. Donc, et encore, ces données sont encore plus importantes si c'est des données de séquençage au niveau génétique ou au niveau génomique. Donc oui, on peut utiliser ces données pour établir un profil de risque. Et l'essentiel de la médecine de précision, c'est justement d'arriver à une stratification des patients en fonction de risque. Donc, on va se retrouver, par exemple, les patients qui sont considérés comme un risque élevé, par exemple, développer un cancer du sein. D'autres patients vont être considérés comme un risque intermédiaire et puis d'autres beaucoup plus faibles. Et donc, on va adapter, en fait, la prévention ou le traitement en fonction de ce risque-là. Et je pense que ce type d'approche est intéressante parce que ça permet une meilleure allocation des ressources, en fait, parce qu'on est quand même dans un système de santé qui est actuellement tendu et ça pourrait effectivement permettre une meilleure allocation des ressources. Est-ce qu'il y a une limite à ces données-là? Tu sais, vous dites qu'une personne en particulier a peut-être un haut pourcentage de chances de développer, par exemple, un cancer du sein. Oui. Quand on parle aux compagnies d'assurance, quand on pense plutôt aux compagnies d'assurance qui pourraient dire « Ouais, mais t'es pas assurable, t'es à 80% sûr de faire un cancer du sein. » Moi, malheureusement, tu n'es pas une candidate qui peut faire partie. Y a-t-il une limite légale, si on veut, à l'accès? Au Canada, en 2017, le gouvernement canadien avait voté une loi pour pas qu'il y ait de discrimination génétique, de discrimination en raison des tests génétiques. Et en 2020, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Là, ça a été en Cour d'appel, puis après ça en Cour suprême. Puis la Cour suprême a maintenu que les compagnies d'assurance ne pouvaient pas exiger que quelqu'un soit testé au niveau génétique et ne pouvaient pas demander des résultats de tests génétiques qui avaient été faits auparavant. Mais comme je dis toujours aux personnes qui me consultent, les compagnies d'assurance, ils peuvent quand même vous demander votre histoire familiale, ils peuvent quand même vous demander vos habitudes de vie, donc, et faire une certaine sélection. C'est vrai pour toutes les maladies, pas juste le cancer. Donc, oui, au niveau génétique, mais c'est ça, là, tu sais, ils vont faire, c'est-à-dire souvent, ils vont vous assurer quand même, mais vous allez avoir
tout le monde n'a pas la même prime. Si vous êtes 5 femmes de 30 ans, vous allez dire, ben, moi, j'ai une assurance vie. Si c'est pas une assurance de groupe, c'est une assurance individuelle. Tout le monde n'aura pas le même prix parce que, bon, une, son papa a fait un infarctus jeune, une autre, tu sais, c'est ça. Mais le test génétique comme tel ajoute pas. La seule chose qui avait été observée en Angleterre, où ils avaient au début demandé volontairement que les compagnies ne demandent pas les résultats de tests, les compagnies disaient, ben, les gens nous appellent pour nous dire, écoutez, moi, je n'ai pas le gène qui cause le cancer dans ma famille. Tu sais, là, quand on était non-porteur, ils appelaient pour voir, diminuez-vous ma prime. Oui, OK. Ils essayaient de monnayer tout c'est ça. On a fait le tour du sujet, à mon avis, si on va de l'avant, si vous aviez une boule de cristal, puis qu'on vous disait dans 40 ans, vous voyez la médecine de précision rendue où, votre idéal de la médecine de précision, parce que j'imagine qu'il y a encore beaucoup de travail à faire selon ce que vous voyez, puis les recherches que vous faites, comment vous voyez l'idéal de la médecine de précision? Il y a clairement beaucoup de travail encore à faire au niveau de la recherche, au niveau de la formation dont j'ai fait mention il y a un instant. Mais en fait, si je me projette dans l'avenir, je dirais, reprendrai en fait la vision de notre axe, l'axe d'oncologie, qui est de faire de l'oncologie de précision la norme. Donc, l'idée, c'est de faire de la médecine de précision la norme, ce qui n'est pas encore malheureusement le cas, parce que dans certains cas, les tests sont accessible, mais théoriquement, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe. L'information qui est aussi... donc, il y a aussi un défi communicationnel. Donc, on doit être capable aussi de communiquer avec la population, avec les décideurs pour montrer, en fait, l'utilité clinique des différents tests qui sont mis en place. Donc, ça, c'est quand même un point important aussi à apporter. Et au final, je pense que le plus important, c'est aussi de disposer des données. Parce que, comme j'ai dit tantôt également, quand on rentre dans le système de santé, on génère une capacité incroyable de données. Et ces données devraient nous permettre, en fait, d'avancer justement dans une médecine où on va... Ce n'est plus le patient moyen, parce que c'est comme ça actuellement. C'est que les médicaments qu'on prend sont quand même généralement... proposés ou développés pour le patient moyen. Mais comment faire pour encore aller plus loin et que ces médicaments soient spécifiques, en fait, à chaque individu, ou en tout cas chaque groupe d'individus, en fait, qui partagent les mêmes caractéristiques. Voilà. Du côté clinique, ben, j'aimerais bien qu'on puisse offrir ces tests-là en temps réel aux gens qui veulent les avoir et qui sont éligibles à les avoir. Là. Donc, on parlait tout à l'heure d'une personne que tout le monde de sa famille est décédé, qui elle-même n'a pas de cancer, qui va être dans les priorités plus basses, qui prennent plusieurs mois actuellement. Puis d'être capable d'offrir aussi un dépistage adapté aux personnes qui sont porteuses de mutations. On a un programme de dépistage de cancer du sein pour la population générale, mais pour les femmes qui sont plus à risque à cause de leur prédisposition génétique au cancer, d'avoir un programme qui sera structuré comme le programme de dépistage, mais un volet pour les personnes à risque qui commencerait plus tôt, parce que souvent, on va commencer le dépistage dès 25 ou 30 ans. Donc, qui serait adapté, ça, ce serait un rêve là, pour l'avenir. Quand on parle de médecine de précision, on parle beaucoup de génétique en ce moment, mais est-ce que ça va au-delà de la génétique? J'imagine que oui. C'est vrai que la génétique joue, ou la génomique de façon générale, est un des outils majeurs de la médecine de précision, mais on peut aller au-delà de ça, parce qu'on a, dans la définition que j'ai donnée au début de notre discussion, on parlait des différences, de la variabilité au niveau de l'environnement, mais des modes de vie des personnes. Mais ça peut être considéré comme une approche de façon générale, une approche au niveau de la médecine, et puis je vais donner un exemple pour cela. Actuellement, le taux de survie à 5 ans pour les cancers de façon générale, c'est autour de 60, à 5 ans, c'est autour de 67%. Alors qu'il y a plusieurs années, c'était quand même beaucoup plus faible que ça. Et pour le cancer du sein et de la prostate, c'est autour de 90, beaucoup plus que ça. Donc, techniquement, sur 100 personnes qui sont diagnostiquées de l'un ou de l'autre cancer, à 5 ans, il y en a au moins 90 qui restent en vie, ce qui est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais ça vient avec quand même un certain nombre de défis, des besoins des gens. Et les cliniciens, évidemment, ils sont comme...
chargé justement par rapport à ça. Il y a les nouveaux patients qui rentrent, mais il y a aussi les anciens patients, donc ceux qui sont là, qui vivent beaucoup plus longtemps, ce qui est une excellente nouvelle. Et une façon, en fait, qui serait une approche de la médecine de précision, c'est de proposer un suivi qui va être adapté au risque des personnes, en fait, de développer la maladie ou d'avoir des toxicités liées au traitement, et de faire en sorte que le suivi peut être personnalisé. On va avoir des gens qui sont à risque faible, donc on va leur dire oh, ben, peut-être que vous pouvez être pris en charge par votre médecin de famille. Les patients qui ont un risque intermédiaire ben, pourrait être une collaboration entre le médecin de famille et l'oncologie. Et des patients qui ont un risque beaucoup plus faible, ça serait par exemple les oncologues, donc des équipes multidisciplinaires au niveau oncologique qui peuvent les prendre parce que les besoins sont beaucoup plus complexes. Et une évaluation rigoureuse de ce modèle-là a été faite en Angleterre. Et ça a montré que sur une période de 5 ans, ils sont arrivés à réduire les coûts d'à peu près 90 millions de livres sterling. Donc, ce qui équivaut à 140 millions de dollars canadiens en termes de suivi seulement, ce qui est majeur. Et aussi, les patients étaient très satisfaits par ce modèle-là parce que ça correspondait à leurs préférences. Et puis, les médecins aussi avaient du temps pour s'occuper des cas complexes et puis aussi d'avoir le temps aussi de réfléchir un petit peu à leur pratique. Donc, voilà, c'est vraiment pour spécifier que oui, la médecine de précision se base beaucoup sur la génétique, mais c'est vraiment une approche générique qui essaie de stratifier les gens en fonction de leurs risques en utilisant l'information la plus précise ou celle qui est disponible finalement. Voilà. On recoupe là, le suivi pour les personnes qui sont en risque plus élevé, qu'elles aient fait un cancer ou pas. Ouais. Puis, c'est sûr que mobiliser les patients, à être vigilants sur leurs soins aussi. Dans l'étude dont Herman parlait, les patients pouvaient gérer un peu, oui, j'ai besoin de ma mammographie, puis contacter une infirmière. Fait qu'il y a comme des nouvelles manières de faire dans le système qui pourraient être développées. Là. D'ailleurs, on a un projet de recherche à cet effet-là. Oui, qui est en cours d'évaluation. On ne peut pas en parler. Pas de problème. Mais... C'est anonyme. Présentement, c'est top secret. En fait, la recherche fait toujours avancer les choses et puis c'est important de rester toujours à utiliser la recherche et puis à participer aussi au projet de recherche. Les personnes, quand ils sont sollicitées, c'est toujours important. C'est ce qui permet d'améliorer les soins. La survie de cancer du sein s'est améliorée parce que beaucoup de femmes ont participé à des projets de recherche, tant en dépistage qu'en traitement, et ça a permis de développer les traitements. Puis de plus en plus, les projets de recherche sont internationaux, donc on travaille beaucoup de pays ensemble. Ça permet d'avancer plus vite aussi. On dit souvent dans le milieu de la médecine, le milieu de la santé, que les ressources financières sont limitées. Est-ce que, quand je vous entendais tout à l'heure parler du fait que du côté du Royaume-Uni, en Angleterre, on avait économisé beaucoup d'argent par cette méthode-là de la médecine de précision, est-ce que ça pourrait se faire ici aussi? Oui, je pense qu'il y a beaucoup, comme je l'ai dit aussi il y a un moment donné, la médecine de précision est devenue un champ d'expertise scientifique au niveau international qui est très compétitif parce qu'ils ont compris, en fait, finalement, en tout cas les décideurs, les cliniciens, les chercheurs, que ça peut être une opportunité, en fait, pour améliorer l'efficience des systèmes de santé, mais aussi, finalement, réduire les coûts liés au système de santé parce qu'avec le vieillissement de la population, encore une fois, le nombre de pathologies augmente, des pathologies, et les gens vivent longtemps, ce qui est très bien, mais avec beaucoup de défis. Et donc, ils comptent beaucoup sur la médecine de précision, justement, pour améliorer l'efficience du système de santé parce qu'on arrive à réduire, par exemple, si on donne des meilleurs médicaments aux meilleurs patients, aux bons patients, c'est-à-dire qu'ils vont... leur état de santé va s'améliorer, ils n'auront pas besoin de revenir dans le système de santé. Donc, finalement, ce cercle vertueux va faire en sorte qu'in fine, on va arriver à réduire les coûts qui sont liés au traitement des différentes pathologies et puis aussi faire en sorte que les patients soient bien pris en charge parce que la prise en charge va être adaptée à leurs besoins, à leurs capacités. Et ça aussi, quand même, c'est extrêmement important parce que on sait que certains patients auront besoin de support ou de plus de support, par exemple, pour gérer leur maladie, alors que d'autres patients pourraient éventuellement le faire par leurs propres moyens ou juste avec un peu de support. Donc, voilà ce que ça permet, en fait. Et puis, encore une fois, ça va permettre aux cliniciens
de s'attaquer vraiment aux cas beaucoup plus complexes. Et donc, une meilleure allocation des ressources. Donc, dans un système contraint de ressources ou des limitations au niveau de capacité financière, je crois vraiment, sincèrement, qu'en adoptant des approches de la médecine de précision, on devrait pouvoir quand même régler ce problème. Et je pense que c'est pour ça que les gouvernements ont compris cela. Et dans la dernière stratégie des sciences de la santé du gouvernement du Québec, la médecine de précision a été identifiée comme un des créneaux porteurs en fait, de cette stratégie-là parce que ça va promouvoir l'innovation et puis le gouvernement en filigrane compte dessus en fait, pour un développement économique. La médecine de précision fait partie de la solution, finalement. Oui, je pense que vous avez bien résumé. On peut dire que les maux du système de santé actuel pourraient être... on pourrait arriver à bout en adoptant cette stratégie-là ou cette approche-là. Alors, on est rendu à notre dernière question qui est la plus redoutée de tous nos invités à chaque épisode du Balado Santé sans rendez-vous. Si vous aviez le choix de rencontrer n'importe qui, une personne fictive, une personne qui est réelle, qui est vivante, qui est décédée à l'heure où on se parle, ce serait qui et pourquoi? Moi, si vous me permettrez, moi, je dirais que je verrais plutôt un collectif, plutôt qu'un individu ou une personne, un collectif. Et je verrais en fait le collectif qui a travaillé sur le projet du génome humain entre 1990 et 2003. C'est quand même un collectif de plus de 20 centres de recherche à travers le monde. Et c'est quand même une des entreprises scientifiques collaboratives les plus importantes en fait dans le monde contemporain. Donc j'aurais bien aimé rencontrer ces personnes-là. Pour faire partie de ce collectif? Mais juste pour observer en fait les travaux. Parce que la médecine de précision, encore une fois, ce qui me passionne, c'est le côté collaboratif, le fait que les gens, la force du collectif, en fait, de voir un peu comment les différences culturelles, parce qu'il y avait des Chinois, il y avait des Français, il y avait des Américains, il y avait des Canadiens autour de ce projet-là. Et donc, de comprendre un petit peu comment vous êtes arrivés justement à dépasser ces barrières culturelles ou ces barrières scientifiques qui sont différentes et puis arriver à proposer quelque chose qui a révolutionné ou qui est en train de révolutionner en fait la médecine. Donc j'aurais bien aimé. Et moi, dans mon travail au quotidien, j'essaie je travaille avec Jocelyne, elle est clinicienne, moi je suis chercheur académique, mais dans notre groupe, on a un projet où il y a à peu près 40 chercheurs autour là. On a le PDG du CHU de Québec qui fait partie de ce groupe-là, on a des gestionnaires et moi, ça qui me fait me lever le matin, en fait, parce que je sais que je vais avoir un groupe avec qui je vais travailler. On va brasser des idées et puis sortir des solutions concrètes. Donc, voilà, je verrai plus ce collectif-là, en fait. Et vous, Jocelyne? Ben, moi, j'aime bien l'histoire, alors je retournerai en arrière et j'aurais aimé rencontrer Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, on la connaît pas beaucoup parce qu'elle est morte jeune, elle est morte à 38 ans, mais c'est la première personne qui a découvert la structure bihélicoïdale de l'ADN. Malheureusement, comme elle est morte à 38 ans, elle travaillait dans un laboratoire et les autres, son associé du laboratoire a transmis les données à ceux qui ont eu le prix Nobel. Elle était décédée. Le prix Nobel a été donné en 1951. Elle a eu un prix par la suite posthume, là, mais pas un prix Nobel, mais elle a eu une reconnaissance. Mais j'aurais aimé voir, on voit que c'était quelqu'un qui était très, très tenace, hein, parce que les femmes à cette époque-là. De la même façon, Marie Curie, qui a qui a été le premier prix Nobel et qui a eu 2 prix Nobel, j'aurais aimé aussi la rencontrer pour la ténacité du travail puis le rôle des femmes. À l'époque, les femmes, c'était pas facile de travailler en sciences. C'était déjà... Puis de travailler, point, et de travailler en sciences. Alors, j'aimerais ça les rencontrer pour avoir leur vision de comment elles ont avancé comme ça, là. Alors, c'est ça. Madame Jocelyne Chiquette, Monsieur Herman Nabi, vous étiez ici aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Balado Santé sans rendez-vous de la Faculté de médecine de l'Université Laval pour nous parler de médecine de précision. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup pour l'invitation.